les pharaons de la Haute-Égypte n'étaient-ils pas noirs? Alors, il y a eu justement à la troisième période intermédiaire des pharaons, qu'on va dire mélanodermes, qui en fait, parce qu'ils provenaient de Nubie. Ils provenaient en fait de ces régions du sud de l'Égypte. Mais de manière générale, les pharaons sont leucodermes. Donc, ils ont plutôt la peau blanche. Enfin, peau blanche, enfin, comme les civilisations, comme le sud du bassin méditerranéen, si vous voulez. À part, évidemment, les Ptolémées qui, eux, étaient grecs. Les rois Ptolémée, Cléopâtre, qui étaient peut-être métis, mais en tout cas, tous les pharaons de la dernière dynastie égyptienne, donc la dynastie Lagide, ce sont des Grecs qui ne se sont pas mélangés avec les Égyptiens. Donc, ils étaient même blonds, yeux bleus, enfin bref. Et par exemple, Ramsès II, dont on a la momie, ainsi que Séti Ier, son père, Ramsès II, il est roux. Il est roux, il est leucoderme et il est roux. Donc voilà. Et sur cette idée donc que les momies sont noires. Alors, oui. Alors en fait, on entend beaucoup cet argument, notamment pour Toutankhamon, et notamment Toutankhamon, c'est ça qui est le pire, mais bon bref, et récemment pour Ramsès II, les momies sont toutes noires, donc elles sont de type mélanoderme. Mais dans la momification, il y a une étape très importante qu'on appelle le recouvrement du natron. On utilise le natron, cette substance un peu comme de la... cette substance gluante noire que l'on met sur le corps. C'est quoi, c'est végétal ? C'est d'origine végétale, oui. C'est minéral, enfin, c'est quelque chose qui sort de terre. Ouais. Et comme une sorte de pétrole, enfin, c'est pas le terme exact. Hein, mais, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on recouvrait en effet ces corps pour les assécher et éviter la putréfaction interne. Et une fois que tout avait séché, du coup on le laissait et puis ensuite on mettait les bandelettes. Mais en effet, si on retire les bandelettes, la peau est complètement noire parce qu'elle est brûlée par le natron. Le natron était utilisé par les embaumeurs égyptiens pour stopper la décomposition du corps. Exactement, parce qu'il y a une chose que les gens oublient, c'est que le mot chimie vient lui-même du mot pharaonique Kemet, qui veut dire la noire, qui est la désignation en fait du limon du Nil, de la vallée du Nil. Les Égyptiens appelaient ça Kemet en écriture pharaonique. Certaines personnes suggèrent que Kemet signifie terre noire ou sol noir, plus précisément le limon du Nil. Maintenant, avons-nous des preuves que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai? Et la réponse est oui, nous en avons. Nous avons beaucoup de preuves que cela n'est en fait pas vrai. L'une des principales raisons pour lesquelles nous savons que ce n'est pas vrai est que si nous regardons l'utilisation des déterminatifs. Maintenant, si nous voulons signifier que nous l'appelons noir à cause du sol, nous pourrions utiliser un déterminatif de sol ou de terre à côté du déterminatif de population. Ainsi, vous pouvez combiner des déterminatifs lorsque c'est nécessaire pour transmettre quelque chose avec un peu plus de clarté. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un seul déterminatif. Et vous remarquerez que, dans ce cas, ils ne l'ont pas fait. Donc, en omettant simplement le déterminatif de terre qu'ils avaient, ou le déterminatif de terre arable, que vous pouvez voir qu'ils avaient aussi, en omettant simplement ces deux-là, nous savons avec certitude qu'ils ne parlaient pas de la couleur du sol. Ils faisaient référence à autre chose. Nous sommes ici devant cette statue, un chef-d'œuvre du Louvre, qui est le couple Séninéfer et sa femme, et qui sont représentés avec des colorations de peau très singulières. Cette coloration rouge pour les hommes, jaune pour les femmes, apparaît pendant des millénaires puisqu'elle est représentée sur toutes les statues, les stèles, tous les reliefs de l'Égypte pharaonique. Le rouge, pourquoi? Parce que l'homme est dehors, bronzé, alors que la femme, elle, est peinte en jaune, une couleur très claire, qui marque en fait qu'elle reste souvent à la maison, à l'ombre, qui du coup n'est pas touchée par le soleil. Il ne s'agit pas de marqueur naturel, mais en fait, c'est un marqueur artistique. Cette coloration de peau est aussi associée aux divinités, puisque les déesses sont représentées avec la couleur jaune, et les dieux sont représentés avec la couleur rouge, mais pas tous, puisque le dieu Amon a la couleur bleue, le dieu Min a la peau noire, et le dieu Osiris a la peau verte. Contrairement aux sociétés modernes, les peuples anciens ne traitaient pas autant les tons de couleurs individuels, qu'ils traitaient les groupes de couleurs et les familles de couleurs. Pendant la majeure partie de notre histoire connue, le bleu, par exemple, faisait partie du groupe de couleur noire. La recherche suggère que les principaux groupes de couleurs du monde ancien étaient, en grande partie les mêmes pour la plupart des sociétés, ces groupes de couleurs étant le noir, le blanc, le rouge et parfois le jaune et le vert. Mais curieusement, jamais le bleu. Le chercheur britannique William Gladstone a découvert que la couleur bleue n'était pas distinguée de manière indépendante dans le monde ancien.
Cela est brillamment expliqué par cet extrait informatif de The Why Files. Une grande partie de la littérature moderne est, d'une certaine manière, dérivée d'Homère. Donc, Gladstone s'est demandé si Homère était daltonien et voyait le bleu comme peut-être autre chose. Ainsi, il a parcouru des milliers de pages des écrits d'Homère et a compté ses références à la couleur. Le noir est mentionné presque 200 fois, le blanc environ 100 fois, le rouge est mentionné 13 fois, le jaune et le vert moins de 10 fois, mais le bleu, 0. Alors, Gladstone a examiné d'autres écrits grecs anciens. Rien n'a jamais été décrit comme étant bleu. Le Coran, la Bible hébraïque, les textes anciens chinois, hindous, islandais, pas de bleu, pas une seule fois. Ces textes anciens font référence aux couleurs à peu près dans les mêmes proportions que les épopées d'Homère. Oh, et les yeux humains sont les mêmes maintenant qu'ils l'étaient à l'époque. Alors, pourquoi ne pouvaient-ils pas voir le bleu? Donc, même si les anciens Égyptiens ont été les premiers à isoler avec succès le pigment bleu qu'ils appelaient irtiu, et que nous connaissons sous le nom de bleu égyptien, la couleur elle-même a continué à être utilisée dans le contexte d'une simple expression du noir. Cela est démontré par les illustrations de divinités qui étaient certainement décrites comme noires, des divinités telles qu'Ozar, Heru, Amun-Ra, Khnum et Min. Mais ces mêmes divinités étaient souvent représentées en utilisant soit du noir, soit différents composés de bleu et même de pigments verts. La plante indigo, une plante bleu-vert profond, était considérée comme noire, tout comme le ciel de jour et de nuit. L'océan n'était pas bleu, il était d'une teinte de vert. Le ciel n'était pas bleu, il était d'un noir clair. Le bleu émerge finalement comme sa propre couleur, lorsque les Égyptiens ont inventé une méthode pour produire une teinture bleue. Donc, à moins d'avoir un mot pour décrire une couleur, dont il devient vraiment difficile pour les humains de l'apercevoir. Et il y a des preuves de cela, même aujourd'hui. Cette interprétation ancienne des couleurs existe encore, même jusqu'à des temps très récents parmi les populations nilotiques d'Afrique. Dans un article de 2006 intitulé « Catégories de couleurs et acquisition de catégories chez les Imba et les Anglais », la chercheuse Debbie Robison a mené des études contrôlées parmi les populations anglaises et Imba. Elle a observé dans le cas du bleu marine, qui se situe perceptuellement entre le bleu et le noir en anglais. Pour les anglophones, cela appartient à la même catégorie que le bleu focal. Pour les locuteurs Imba, cependant, il appartient à la même catégorie que le noir. Comprendre cette perspective différenciée de la couleur parmi ces anciens Africains, l'utilisation du vert et du bleu pour représenter les cheveux et la peau des divinités égyptiennes devrait maintenant devenir claire. Ces couleurs étaient simplement des dérivés utilisés purement comme expression du groupe de couleurs noires plus large. worldhistory.org déclare: le bleu ou irtiu était la couleur des cieux, le domaine des dieux, ainsi que la couleur de l'eau. Le bleu était utilisé pour les cheveux des dieux, spécifiquement le lapis lazuli ou le plus sombre des bleus égyptiens, et pour le visage du dieu Amon. Ainsi, le bleu ne se tenait pas indépendant dans le monde ancien. C'était un synonyme de noir. Le bleu et le noir étaient de véritables itérations de la même expression de couleur. C'est similaire à la façon dont nous pouvons considérer le magenta, le mauve et le bordeaux comme des itérations du rouge aujourd'hui. Fait intéressant, même aussi récemment que le Moyen-Âge, les populations noires à la peau foncée d'Europe étaient appelées hommes bleus par les Norses. Donc, en bref, le grand Osiris noir était en effet noir pour les Égyptiens. Mais, maintenant, nous avons une explication logique quant à pourquoi lui, comme d'autres dieux et pharaons, bien que classifiés comme noirs, pouvaient être représentés en bleu, noir ou vert sur les reliefs égyptiens. Salut. Osiris, lève-toi, relève-toi. Ta mère, Nout, te donne naissance. Tes deux sœurs te font voyager. En ton nom qu'est moi, le grand noir. Ainsi, nous avons ce sentiment que la noirceur est au cœur même et à l'essence du commencement des choses, dès le tout début du développement africain, de leur vision du monde.